Ce 1er mars est une journée de célébration, celle de la protection civile. Cette année, durant toute une semaine, les soldats du feu vont participer à des formations et faire des exercices de simulation. Des activités sportives sont également prévues. 2 membres du gouvernement se sont rendus ce mardi dans le village de Kanibonzon, région de Bandiagara. Ils étaient porteurs du message de compassion des plus hautes autorités aux populations meurtries. Leur village a été la cible d'une attaque le 23 février dernier, attaque qui a fait des morts, des blessés et d'énormes dégâts. La musique mandingue célébrée à Kélar, non loin de Kangaba, un festival qui est à sa 4e édition. L'événement est placé cette année sous le thème « L'implication de la jeunesse dans le processus de paix, de stabilité et de réconciliation au Mali », les temps forts du lancement dans cette édition. Bonsoir à tous, nous sommes mercredi. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce jour dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Avec moi, Ibrahim Djombeli. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Salimata Ndao. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Ibrahim. Merci Salimata Ndao. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant statut général des militaires. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le gouvernement a adopté la loi numéro 20-22-037 du 27 octobre 2022 portant militarisation de la police nationale et de la protection civile. Pour rendre effective cette militarisation, une commission interministérielle composée des représentants du ministère de la Défense et des anciens combattants et du ministère de la Sécurité et de la Protection civile a été mise en place pour relire l'ordonnance numéro 2016-020 PRM du 18 août 2016 portant statut général des militaires dans le but de déterminer les modalités et les conditions d'intégration des fonctionnaires de la police nationale et de la protection civile et de corriger les insuffisances constatées dans l'application du statut en vigueur. Le présent statut est adopté dans ce cadre. Il précise les catégories auxquelles appartiennent, d'après leur grade dans l'ordre croissant, les militaires, les fonctionnaires de la police nationale et de la protection civile, ainsi qu'il suit. A. Pour les militaires, militaires du rang, sous-officiers, officiers. B. Pour la police nationale, policiers du rang, sous-officiers de police, commissaires. C. Pour la protection civile, sapeurs du rang, sous-officier sapeur-pompier, officier sapeur-pompier. Le projet d'ordonnance adopté permettra d'une part l'intégration des personnels de la police nationale et de la protection civile dans la grille indiciaire du statut des militaires ainsi que l'alignement dans la limite d'âge des grades pour ceux recrutés à partir du 1er mars 2023 et d'autre part de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Sur le rapport du ministre de la Réconciliation de la paix et de la cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises. Depuis son accession à l'indépendance, le Mali a connu des crises qui ont conduit à des violations graves des droits de l'homme, porté atteinte à la stabilité institutionnelle, à la paix, à l'unité nationale et ébranlé les fondements du vivre ensemble. La crise multidimensionnelle de 2012 s'est caractérisée par les assassinats, enlèvements de personnes, tentatives d'enlèvement, menaces, disparitions, viols, amputations, flagellations, vols et destruction de biens et de patrimoine culturel. Pour faciliter le dialogue, le pardon, le vivre ensemble et les réparations en faveur des victimes de ces événements, le gouvernement a créé la commission Vérité, Justice et Réconciliation et adopté la politique nationale des réparations et son plan d'action 2021-2025. L'objectif général de cette politique est de restaurer la dignité des victimes en leur accordant
par voie administrative des mesures de réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait des violations des droits de l'homme commises en lien avec les crises depuis 1960. Les projets de texte adoptés créent, sous la forme d'autorité administrative indépendante, l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises avec pour mission d'assurer la gestion des réparations des préjudices causés par les violations graves des droits de l'homme lors des crises au Mali depuis 1960 en faveur des victimes ou leurs ayant droit. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2014-0764 PRM du 9 octobre 2014 fixant le régime des marchés des travaux, fournitures et services exclus du champ d'application du décret numéro 08-485 PRM du 11 août 2008 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. Le champ d'application du Code des marchés publics exclut les marchés de travaux, de fournitures et de services relatifs aux besoins de défense et de sécurité nationale exigeant le secret pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec des mesures de publicité. Le décret numéro 2014-0764 PRM du 9 octobre 2014 a été adopté en vue de définir les conditions de mise en œuvre pratique de cette disposition dérogatoire, de fixer les règles propres à la passation des marchés concernés et de déterminer le périmètre d'application du secret en matière de défense et de dresser une liste de travaux, de fournitures ou de prestations dont l'acquisition peut justifier le recours à la dite procédure. La mise en œuvre de cette réglementation a permis d'améliorer la gouvernance des procédures de passation, d'exécution et des règlements des marchés publics relevant du secret en matière de défense ou de sécurité nationale ou nécessitant la protection des intérêts essentiels de l'État. À l'épreuve des faits du temps, notamment l'évolution de la situation sécuritaire qui a conduit à une adaptation des capacités des forces armées maliennes avec l'apparition de besoins nouveaux non pris en compte dans l'annexe du décret de 2014. Le présent projet de décret vise à corriger cette insuffisance à travers l'actualisation des annexes numéro 1 et 2 du décret 2014-0764 PRM du 9 octobre 2014 fixant la liste des catégories de fournitures, de services et de travaux pour tenir compte des nouveaux besoins des ministères en charge de la défense et de la sécurité nationale. Au chapitre des communications, sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'institution civique et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative à la politique nationale de la jeunesse et son plan d'action 2023-2027 au Mali. Les jeunes constituent un poids démographique important et jouent un rôle de premier plan dans tous les domaines socio-économiques, politiques et administratifs du pays. Toutefois, ils sont confrontés à de nombreux problèmes comme la pauvreté, les difficultés d'accès à l'éducation et à l'emploi, les problèmes liés à la santé, l'exode rural, l'insécurité, l'incivisme, la consommation des stupéfiants. En réponse à ces défis, les gouvernements successifs de la République du Mali ont initié et mis en œuvre plusieurs projets et programmes ainsi que des politiques sectorielles, dont la dernière est le document de politique cadre de développement de la jeunesse en vue de promouvoir la jeunesse. Pour évaluer l'impact de ces projets et programmes, singulièrement le document de politique cadre de développement de la jeunesse, le département a engagé un processus d'évaluation et d'identification et d'actualisation des besoins et attentes des jeunes. Ce processus a combiné un diagnostic de la situation sous forme de revues documentaires, la tenue des concertations régionales et locales, l'organisation d'ateliers nationaux de validation et l'animation de rencontres d'experts en matière de questions de jeunesse. Le présent document de politique nationale de la jeunesse est élaboré pour servir d'outil de gouvernance, mais également de cadre de référence afin de conduire de façon coordonnée, harmonieuse et uniforme l'ensemble des questions liées à la promotion de la jeunesse. L'objectif global est de contribuer au bien-être général des jeunes du Mali en faisant d'eux des acteurs majeurs du changement en faveur de la paix, de l'unité nationale et le principal moteur du développement économique, social
et culturelle. La politique nationale de la jeunesse est ainsi mise en œuvre à travers des plans d'action dont le premier couvre la période 2023-2027. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Salim Atandao, à vous. Merci, Ibrahim. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est à Genève, où il participe aux travaux de la 52e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme, des assises du Conseil qui servent de cadre pour faire le suivi de la mise en œuvre des obligations des États membres en matière de droits de l'homme. Le chef de la diplomatie malienne a eu un entretien avec le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk. Écoutons un extrait de l'interview du ministre Abdoulaye Diop. La rencontre avec le haut-commissaire chargé des droits de l'homme s'est passée dans une atmosphère franche et cordiale. Et nous apprécions aussi cette capacité d'écoute du haut-commissaire, essentiellement pour poursuivre la discussion avec les autorités maliennes sur la problématique des droits de l'homme, qui est une question d'actualité, une question difficile, mais une question aussi dans laquelle le Mali continue à promouvoir une approche constructive et fondée sur la nécessité pour les acteurs internationaux de comprendre la complexité de la situation sécuritaire, de la situation d'ensemble au niveau de notre pays, mais aussi d'apprécier les efforts qui sont faits par le gouvernement pour pouvoir inverser la tendance et aller vers une promotion plus effective des droits de l'homme dans notre pays. Nous avons par exemple parlé aussi de la mise en place au niveau du Mali d'une direction nationale chargée de la promotion des droits de l'homme pour montrer la volonté des autorités d'aller dans cette direction, mais aussi la nécessité pour tous les partenaires souvent de sortir de l'approche de blâmer, de stigmatiser, mais se mettre dans une approche positive pour pouvoir contribuer. Nous avons réitéré l'engagement total des autorités maliennes par rapport à cela et nous souhaitons que les préoccupations du Mali par rapport à l'approche sur la question des droits de l'homme soient davantage reflétées dans l'action du Haut-Commissariat, mais aussi dans l'action de la MINUSMA et de la division des droits de l'homme qui sont sur le terrain, qui doivent continuer à faire leur travail de façon indépendante, de façon professionnelle. Venant ici, pays de tradition et de valeurs multiséculaires fondées sur les droits de l'homme, nous avons pensé lui remettre une copie de la charte du Mandé, dite charte de Kouroukanfouga, adoptée en 1236, bien avant les instruments internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments, pour montrer que les droits de l'homme ne sont pas une question de mode dans notre pays, c'est ancré dans notre tradition. Dans la région de Bandiagara, le village de Kanibonzon, dans le secteur de Bankas, a fait l'objet le jeudi 23 février dernier d'une attaque d'hommes armés non identifiés faisant des morts, des blessés et d'énormes dégâts. Deux membres du gouvernement se sont rendus sur les lieux ce mardi pour apporter le message de compassion des plus hautes autorités aux populations meurtries. Reportage Boubacar Sankaré, Suleiman Tepsougué. Le village de Kanibonzon, chef-lieu de commune du même nom, situé à 18 km de Bankas dans la région de Banyangara, a fait l'objet d'une attaque terroriste le jeudi 23 février 2023. Le bilan est de 12 morts, 5 blessés et des dégâts matériels importants. Deux membres du gouvernement, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, colonel-major Ismaël Ouagué, et le ministre délégué en charge de l'action humanitaire, Oumarou Diarra, se sont rendus sur place pour apporter le message de soutien des plus hautes autorités aux populations de Kanibonzon. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a instruit cette mission pour venir non seulement consolider ce qui a été fait par le gouverneur de la région à l'endroit de sa population, mais aussi présenter ses condoléances les plus attristées à l'ensemble de la population du cercle de Bankas en général et particulièrement de la commune de Kanibonzon. Les ministres ont ensuite rencontré la population et au cours des échanges, les habitants de Kanibonzon ont réclamé un poste de sécurité dans leur village. Au nom de toute la communauté de Kani, nous vous remercions
Et votre appui est très sensible. Nous avons besoin de la sécurité pour rester sur place. Et la lutte contre le terrorisme, ça a besoin de l'implication de tous. L'armée travaille sur la base des stratégies. Et ces stratégies, en général, c'est beaucoup plus acte que la parole. Et les investigations sont en cours. Avant de quitter le village de Kanibonzon, la mission gouvernementale a remis une enveloppe symbolique aux familles endeuillées avant de se recueillir sur les tombes des victimes. En cette douloureuse circonstance, les partis RPM et URD présentent leurs condoléances attristées aux familles des disparus et souhaitent prompt rétablissement aux blessés de l'attaque terroriste contre le village de Kanibonzon. 3 milliards 13 millions de francs CFA, c'est le coût global du projet BMZ Nexus dans le centre du Mali et le nord-centre du Burkina Faso. Ce projet financé par la coopération allemande est mis en œuvre dans les deux pays par l'ONG ADRA pour une durée de 4 ans. Le dit projet va améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables. Il a été lancé à Tomignan. Les détails avec Drissa Kouné. C'est pour une meilleure compréhension et appropriation des activités du projet BMZ de Nexus BIFA Mali que l'ONG ADRA, Agence adventiste d'aide et du développement, chargée de sa mise en œuvre, a organisé cet atelier. Le projet BMZ de Nexus est exécuté au Mali dans 5 communes du cercle de Tomignan, à savoir Fangasso, Koula, Lanfiala, Tomignan et Timissa. Il faudrait que le projet appuie pour renforcer les capacités de production des communautés locales, des paysans, des éleveurs, des exploitants forestiers, des jeunes, des femmes, des personnes en situation de handicap, pour quitter le cycle infernal de la pauvreté qui peut amener toujours des conflits. Il y a environ plus de 500 déplacés dans la commune de Fangasso. Ce projet arrivé va nous soutenir beaucoup dans la prise en charge alimentaire, eau, hygiène, assainissement, dans la prise en charge même de la santé. Le projet BMZ de Nexus BIFA Mali est financé par la coopération allemande de BMZ à hauteur de 3 milliards 13 millions de francs CFA. Son leitmotiv reste l'approche participative. Nous allons le faire avec les autorités locales, avec les services techniques qui sont dotés d'expertise pour renforcer non seulement les personnes déplacées qui sont là, mais aussi les communautés hôtes à augmenter les capacités de production. Je souhaite la même détermination aux services techniques impliqués à collaborer pour une synergie d'action nécessaire pour l'atteinte des objectifs que le présent programme s'est assigné. La série de questions et réponses a permis aux participants de bien cerner les tenants et aboutissants du projet. Je vous l'annonçais dans le sommaire, 1er mars, journée mondiale de la protection civile. La commémoration de l'événement dans notre pays se déroule dans un contexte marqué par la militarisation de la protection civile. La journée permet d'informer et de sensibiliser la population sur le rôle majeur que jouent les soldats du feu. Pendant une semaine, des séances de formation, des exercices de simulation et des activités sportives sont prévues. Le point de la cérémonie avec Aridju Matina. Décrétée par l'Organisation internationale de la protection civile, la journée, au-delà de son caractère festif, permet à ceux et celles qui portent secours et assistance à la population, des fois au péril de leur vie, de sensibiliser les citoyens sur les missions de la protection civile pour renforcer leur résilience face aux catastrophes. Les risques liés aux catastrophes naturelles augmentent et constituent une menace croissante pour les pays et se caractérisent par une instabilité et une évolution rapide. S'il est établi que des investissements appropriés peuvent éviter que des risques ne se transforment en catastrophes, encore faut-il disposer de données précises et fiables sur les risques existants. Concernant le thème, rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques, le directeur dira que notre pays a déjà pris le devant avec la mise en place d'instruments efficaces de gestion des catastrophes. De nos jours, la protection civile affiche un nouveau visage. L'année écoulée aura été l'une des plus prolifiques en matière d'acquisition de matériel d'intervention jamais enregistré à la protection civile. S'agissant du renforcement des ressources humaines, la Direction générale de la protection civile a effectué un recrutement de 1002 recrues, actuellement en formation professionnelle à l'École nationale de la protection civile. C'est un témoignage que la protection civile en République du Mali est en train de s'assumer. Et en cela, l'État avec. Parce que qui parle de s'assumer,
au nom d'un corps donné, il faut bien que l'État donne les moyens. C'est pour cela que nous devons saluer la population elle-même qui a consenti ce sacrifice-là. L'assistance a découvert lors de cette commémoration la nouvelle application mise en œuvre par la Direction générale de la protection civile dénommée SOS Sécurité. Une application smartphone de collecte d'informations et d'alerte précoce multirisque sous couverture Internet. Outre le défilé des éléments, les nombreux moyens roulants acquis par la protection civile ont aussi été montrés au public. Le ministre en charge de l'entrepreneuriat national a visité ce lundi le centre de formation professionnelle de Markala. Ce centre qui a coûté la somme de près de 2,5 milliards de francs CFA peine à démarrer ses cours. Le récit de nos envoyés spéciaux à Markala, Modibo Mariko Mbarakou Maïga. C'est une bonne opportunité d'emploi pour les jeunes du Mali en général et Ségou en particulier. 250 jeunes ainsi formés obtiennent leur permis de conduire dans différentes catégories. Une initiative du département de l'entrepreneuriat national de l'emploi et la formation professionnelle. Si cette garantie de l'emploi et la formation, nous nous réjouissons pleinement d'avoir reçu cette formation. Nous, les jeunes filles, nous avons l'ambition de conduire les bennes 77 dans les mines dans les jours à venir. Parmi les 250 bénéficiaires, 40 sont de Ségou, 14 obtiennent les poids lourds et 14 les poids légers pour les hommes, 6 les poids lourds et 6 autres les poids légers pour les femmes. Ce sont des initiatives concrètes en fait qui s'inscrivent dans la création d'alternatives. Il y a d'autres emplois aussi et je crois que là on peut justement explorer pour voir comment est-ce qu'on peut justement ouvrir un peu et diversifier justement pour appuyer cette politique. Le message que j'ai pour les jeunes, c'est d'abord de faire bon usage de leur permis, mais surtout, tout en étant prudent dans la conduite pour ne pas provoquer d'accident. C'est donc l'épilogue de la deuxième phase d'une opération qui aura concerné les jeunes de Bamako, Ségou, Koulikoro et Menaka. Une opération qui, en plus de lutter contre le chômage, visait aussi à sensibiliser les jeunes sur la problématique de la santé reproductive. Le ministre auparavant avait rencontré les acteurs régionaux de son département en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. L'objectif étant de galvaniser les troupes en vue de garder le cap pour plus d'emplois dans la cité des Balazans. Restitution des activités du projet Amélioration de la qualité, de l'accès et de la gouvernance de l'éducation fondamentale dans les régions de Mopti, Gao et Menaka. Explication de Mohamed Sangari. Cette restitution est le fruit de 3 années d'action menées par le programme d'appui à l'inclusion scolaire PAIS pour l'amélioration de la qualité, de l'accès et de la gouvernance de l'éducation fondamentale dans les régions de Mopti, Gao et Menaka. Aujourd'hui, c'est plus le moment de faire le bilan et voir effectivement, après ces 39 mois, quels sont les résultats qui ont été atteints, faire un peu le point effectivement sur les difficultés rencontrées, les défis, comment on a pu les relever. Le projet a soutenu 90 écoles fondamentales. Le projet a renforcé les infrastructures scolaires en construisant et équipé des salles de classe, en construisant et équipé aussi des blocs de latrines séparés pour filles et garçons, en construisant également des points d'eau. Au niveau de la qualité, le projet a formé les enseignants sur diverses thématiques dont ils ont besoin pour renforcer leurs compétences. Ce sont des interventions très pertinentes qui, si elles n'avaient pas été faites, allaient produire des effets catastrophiques sur la scolarisation des enfants, sur la vie des communautés, sur l'organisation et la gestion de l'école. Et c'est vraiment des actions qu'il faut saluer. Le but de ces travaux de restitution consistait à partager avec les acteurs et bénéficiaires du projet les résultats obtenus sur le terrain durant 3 ans. Resolute Mining, une société minière australienne, vient d'organiser un symposium pour échanger avec ses partenaires sur sa politique de développement dans sa zone d'exploitation au Mali. Compte rendu Koumba Sissé. Si l'exploitation minière a des avantages pour la population, elle a aussi des inconvénients sur l'environnement. C'est pour réfléchir sur cette question avec ses partenaires que Resolute Mining a initié cette journée d'échange dénommée Golden Day. Occasion pour les organisateurs de faire connaître Resolute Mining. La stratégie de développement durable de Resolute est basée sur l'eau et l'assainissement, la santé communautaire, l'éducation de base, la création de l'emploi,
les activités ensuite de revenus, qu'on appelle couramment les AGR. Sur les 3 dernières années, nos 2 mines Somici et Somifi ont dépensé jusqu'à 383 milliards de francs CFA dans la fourniture de produits et services avec les entreprises maliennes, avec une moyenne de 127 milliards par an que nous souhaitons augmenter. Avec ces 2 mines Somifi et Somici, Resolute Mining emploie au Mali plus de 816 personnes, dont 88% sont des Maliens, et la direction compte 12 responsables maliens sur 18. L'une des mesures phares mises en place dans leur zone d'exploitation, assure les responsables de cette société, est le suivi de la qualité de l'eau et de l'air. Agriculture, en 4e région, clôture de la 17e édition de la Bourse nationale aux céréales. Au total, 17 contrats ont été signés pour un montant de 170 millions de francs CFA. Kandé Silla nous donne plus de détails. La 17e édition de la Bourse nationale aux céréales qui s'achève a enregistré environ 350 participants, composés de producteurs, opérateurs céréaliers et les structures en charge de l'agriculture. En termes de chiffres, on retient que 12 500 tonnes de produits sont enregistrées comme les offres de vente et 38 000 tonnes comme les offres d'achat. 27 contrats sont formalisés pour un montant d'environ 170 millions de francs CFA. Comparativement à l'année dernière, le nombre de participants a augmenté, le nombre de stands a augmenté. Donc ce qui dénote déjà un engouement. Les quantités d'offres pour l'achat, beaucoup moins inférieures. Les paysans doivent en tout cas fournir beaucoup d'efforts encore pour que en tout cas l'ensemble de la population puisse s'approvisionner au niveau national. Il y a beaucoup de produits qui sont chers chez nous, comparativement aux régions de Ségou, Sikasso et Koutiala. Si nous retrouvons les grands producteurs de ces zones, c'est une opportunité pour nous. Ces résultats auxquels vous avez abouti montrent ta suffisance, la qualité des débats, des échanges et des transactions qui ont marqué cette rencontre. En termes de recommandations, les participants proposent entre autres l'organisation d'un atelier de réflexion autour de la mobilisation des ressources propres pour l'organisation de la bourse, la prise en compte des mesures d'urgence pour l'approvisionnement des producteurs en intrants avant le démarrage de la campagne et le contrôle des prix réels à la consommation sur l'ensemble du pays. L'Office de la Haute-Vallée du Niger a atteint 70% de sa prévision en céréales en 2022, 93% en légumineuses alimentaires, 72% en coton-graines. Ces chiffres ont été rendus publics à l'occasion de la 31e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office. Reportage Nouhom Sissoko. La 31e session ordinaire du conseil d'administration de l'OHVN, Office de la Haute-Vallée du Niger, a examiné le bilan des activités réalisées pendant la campagne agricole 2022 et le budget y afférent. Une campagne agricole marquée dans la zone OHVN par une pluviométrie suffisante, bien répartie. Malgré le retard accusé dans la mise en place d'intrants agricoles, plus de 9000 tonnes d'engrais ont été fournis aux exploitants agricoles. Des résultats probants ont été obtenus. Il s'agit entre autres de la réalisation de 354 268 tonnes de céréales sur une prévision de 507 221 tonnes, 61 000 tonnes de légumineuses alimentaires sur une prévision de 65 895 tonnes, 21 000 tonnes de coton-graines sur une prévision de 29 000 tonnes. Néanmoins, des cas d'attaque de jacide et d'inondation ont été enregistrés. Donc, ce qui a provoqué d'énormes pertes sur les superficies. En 2023, l'OHVN compte mettre en œuvre plusieurs activités dans sa zone d'intervention. L'équipement et infrastructures agricoles, la gestion durable de l'environnement, la promotion des femmes et l'emploi des jeunes ruraux, l'organisation du monde rural et enfin la réalisation et la promotion des micro-projets. L'Office de la Haute-Vallée du Niger a pour mission
de promouvoir le développement des cultures vivrières et industrielles, mener toute action pour accroître la production et la productivité, ainsi que le revenu des exploitants, en contribuant à la lutte contre la pauvreté en milieu rural et périurbain. 7e édition du prix Lamine Tchekoura Koulibaly à Sibi. Les élèves de 17 établissements scolaires ont compéti dans 3 matières, les mathématiques, la rédaction, la poésie. La première de cette compétition est une jeune fille et avec une moyenne de 16 sur 20. Envoyé spéciaux, Fatoumata Kone, Sidi Modibo Dambélé. En passe de devenir une tradition dans les activités de soutien scolaire, le 7e voyage d'études prix Lamine Tchekoura Koulibaly au RTM a regroupé une trentaine de futurs candidats ODF. L'épreuve de poésie est remportée par une fille de 16 ans. Aïssata Dombo de Senou totalise 16 points sur 20. Ibrahim Magasouba de la commune 4 est le premier en mathématiques avec 13,50 points. Et enfin, Alouba de Fombabougou, avec le même nombre de points, remporte le trophée en rédaction. Je préfère la lecture et la rédaction est aussi ma matière préférée. C'est pour cela que j'ai doublé l'effort pour prendre cette compétition. Le choix porté sur cette commune pour abriter cette 7e édition vraiment nous a beaucoup éveillé. Notre commune abrite pas mal d'événements aujourd'hui, de par sa proximité de Bamako. Les lauréats remportent des livres, des médicaments et des attestations. J'ai dit que cet événement, il faut que je m'implique davantage. Et ça permet aux élèves, surtout ce voyage d'études, ça permet aux élèves de découvrir pas mal de choses. Un important lot de livres religieux, de ballons et de médicaments est remis aux Dogons déplacés et désormais établis à Nana Kenyeba. A rappeler que le prix Lamine Tchekoura Koulibaly a été initié par les amis et collègues du défunt. Notre collègue nous a quittés le 23 avril 2016. Le ministre en charge de l'entrepreneuriat national a visité ce lundi le centre de formation professionnel de Markala, ce centre qui a coûté la somme de près de 2,5 milliards de francs CFA, peine à démarrer ses activités, suivant le récit de nos envoyés spéciaux à Markala, Modibo Mariko Mbarakumaïga. Extraire des fruits, leurs jus, transformer les céréales en poudre, faire des boîtes de conserve de viande et de poissons. La production agropastorale n'aura aucun secret pour le nouveau centre de formation de Markala, presque une usine sous forme d'école bien installée qui a besoin de coups de pouce pour être fonctionnelle, d'où cette visite du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il s'agit de venir voir le processus de finalisation du centre, faire le point sur ce processus et identifier quelles sont les actions à faire pour que le centre soit fonctionnel à 100%. La deuxième chose que nous avons fait, c'est de voir comment l'ensemble des acteurs concernés ici, qui sont le conseil régional, la CEFOR, la CETAC, le gouvernorat, la mairie, d'autres acteurs, comment ces acteurs-là peuvent ensemble travailler à la finalisation du processus pour que la formation démarre immédiatement ici à Markala. Ce centre a cela de particulier qu'il intègre pleinement la prise en compte des potentialités agricoles de Ségou, donnant ainsi l'opportunité aux jeunes et aux femmes de se former pour créer de la richesse. Déjà une bonne nouvelle pour les pensionnaires de ce centre. Les ministres annoncent le démarrage immédiat de la formation qualifiante. 100 apprenants par an avec à la clé 4 filières sur un espace de près de 2 hectares pourront bénéficier des bienfaits de ces projets qui coûtent 2,3 milliards de francs CFA. Les ténors de la coalition des organisations partenaires pour des élections réussies COFER Mali étaient face aux hommes des médias pour partager certaines informations concernant le chantier des réformes enclenchées par la transition. Pour plus d'informations, écoutons Mamadou Fadiala Keïta, président de la coalition, au micro de Boubacar Kanouté. On a fait notre analyse en tant que COPER, nous nous rendons compte qu'il y a des avancées liées à la remise officielle de notre projet de constitution au président de la transition. Je pense que c'est une avancée parce qu'on ne peut pas convoquer le collège électoral sans avoir le projet de constitution auquel est annexé le décret de convocation. Donc on est sur la bonne voie. On va doucement et progressivement vers la convocation du collège. Deuxièmement, il y a une autre avancée, c'est la loi portant réorganisation territoriale, découpage administratif. C'est ça qui permet l'installation des coordinations de l'EJ. Ça, c'est des avancées notables et incontestables sur lesquelles on veut nous entretenir avec les médias. Le premier congrès
des femmes et des jeunes du parti NEMA a pris fin ici à Bamako sur une note d'espoir. Les assises ont abouti à la mise en place d'un bureau de 198 membres. Ces hommes et femmes s'engagent à jouer leur rôle, le rôle qui est le leur dans la construction du Mali, tout en soutenant les autorités de la transition. Reportage Boubacar Kanouté. La refondation avec comme pilier essentiel les femmes et les jeunes. Ce premier congrès aura permis de dynamiser les instances dirigeantes. Un nouveau bureau de près de 200 membres a été mis en place. Le bureau est dirigé par Traoré Mastan Keïta. Pour les femmes, et l'espoir des jeunes repose sur les épaules de Cheikh Oumar Traoré Diafa. Ces deux couches se fixent comme objectif la vulgarisation des idéaux du parti et son implantation à travers le pays. Nous sommes là pour aider le bureau national à exécuter les résolutions qui ont été prises lors du premier congrès passé, qui étaient 25 résolutions. Quand tu parles de la mobilisation, quand tu parles de l'organisation, c'est des jeunes, ces femmes qui interviennent en première position. Depuis les premières heures de sa création, le parti NEMA s'inscrit dans une logique, celle de soutenir les autorités de la transition, selon son président. Quant à la prochaine participation de la formation politique aux joutes électorales, les responsables du parti sont clairs. Le parti, nous l'avons créé pour conquérir. Et Inch'Allah, nous sommes dans cette lancée. Depuis la création du parti, nous ne faisons que soutenir la transition. Le parti NEMA est implanté sur toute l'étendue du territoire national et enregistre des maires et conseillers. Des informations données par l'équipe dirigeante. La fédération régionale du parti URD du CAI a tenu sa conférence régionale. La cérémonie a regroupé les militantes et militants venus de tous les cercles de la première région, ainsi que les cadres du bureau politique national du parti URD et les sympathisants des CAI Benoro Fofana. Évaluer les activités de l'année écoulée, faire l'état des lieux des structures du parti sont entre autres objectifs de cette conférence régionale de l'URD dans la cité des Rails. La section de CAI compte 33 sous-sections, 473 comités. Elle tient des réunions ordinaires et extraordinaires. La section a toujours répondu aux invitations tant de l'administration, des partis politiques et des mouvements associatifs. Au niveau national, elle a participé au congrès extraordinaire courant janvier 2022 pour la désignation de l'actuel président, le camarade Gouagnon Koulibaly. Nous le souhaitons bon vent. Après le contrôle des mandats des délégués, suivi des interventions des différentes sections, des motions et résolutions ont été adoptées. Motion de soutien. 1. La conférence apporte son soutien au bureau exécutif national dans ses initiatives pour une grande réussite de la transition. 2. La conférence félicite le président Gouagnon Koulibaly pour son élection au congrès extraordinaire le 16 janvier 2022 au Palais de la Culture à Bamako. Une occasion pour le président du parti, qui est à sa première sortie, de clarifier que le parti du poignet de main soutient les réformes enclenchées par les autorités de la transition. Nous, on est engagés pour la nouvelle constitution. Nous allons tout faire pour aider la transition à ce que le référendum réussisse, que tout se passe bien et que le vote soit bien fait sur l'ensemble du territoire du Mali. Ce qui a été important dans les débats, tous nos délégués ont reconnu que l'armée est montée en puissance, l'armée est mieux équipée, le territoire est en train d'être sécurisé. Notons que le président, dans son adresse, n'a pas manqué d'inviter les militants et militantes à rester unis et mobilisés pour l'atteinte des objectifs du parti URD. Au cours d'une assemblée générale, la communauté Arawan et alliés ont manifesté leur soutien aux autorités de la transition. La rencontre est mise à profit par les organisateurs pour mettre en place un bureau du Haut Conseil de la communauté Arawan et alliés pour l'union et le développement. Reportage Hamou Soumila. C'est à la faveur d'une assemblée générale tenue à Tombouctou et qui a regroupé près de 300 personnes que la communauté Arawan et alliés ont voulu magnifier leur soutien aux autorités de la transition. Le gouvernement de la République du Mali et son Premier ministre et toutes les autorités de la République de notre cher pays ont le soutien sans condition. Nuit et jour, n'importe quel moment, notre pays nous demande, on est apte. Il veut le Mali nouveau, il veut réconcilier le Mali, il veut développer le Mali. La refondation en cours, le découpage administratif et les enjeux électoraux sont autant de défis pour les organisateurs qui estiment qu'un soutien en faveur des autorités de la transition est indispensable. Nous saluons de telles initiatives qui visent à maintenir la paix et la cohésion sociale entre les communautés, surtout des communautés qui ont en commun l'histoire et la géographie. Les autorités administratives vous soutiennent et vous soutiendront dans ces initiatives nobles.
L'opportunité a été saisie par les organisateurs pour mettre en place les bureaux du Haut Conseil d'Arawan pour l'Union et le développement. La salle Siraba Togola de Bougouni a abrité la rentrée politique du Parti pour l'action civique et patriotique PACP. Cette rencontre était l'occasion pour les responsables du dit parti de renforcer la présence du PACP dans la région. Envoyé spécial Mamadou Fane, Sambou Diakité. Le Parti pour l'action civique et patriotique PACP à la rencontre de sa base à Bougouni. La rentrée politique du parti tenue ce week-end dans la capitale du Bani-Mounéké vise à mobiliser les militants pour le renforcement de l'implantation du parti dans le cercle de Bougouni et dans la région. Au PACP, notre créneau c'est quoi? C'est de faire des actions. Les actions du PACP vont dans le sens de l'épanouissement de la personne humaine qui passe impérativement par l'éducation. Le PACP compte aujourd'hui, selon ses responsables, 45 sections au Mali et de nombreuses sous-sections. Les militants du parti entendent faire de leur mouvement la première force politique de la région de Bougouni. Toute chose qui cadre avec les ambitions du président fondateur et président d'honneur du parti. Nous avons placé la rentrée politique de Bougouni sous le signe du rassemblement et de la réconciliation. Un Mali réconcilié avec les cadres de Bougouni rassemblés. Parce que nous sommes une nouvelle région. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, la mobilisation effective, la mobilisation réussie nous donne déjà l'assurance que le PACP s'implante vigoureusement et solidement à travers le Mali. Le président d'honneur du PACP a saisi cette rentrée politique pour réaffirmer le soutien de son parti aux autorités de la transition et à ses actions. Cette rencontre politique a permis aussi au parti d'enregistrer l'adhésion de 17 conseillers communaux de la région de Bougouni. Lancement à Sikasso des activités de la coordination régionale du mouvement Arema Alliance pour la refondation du Mali. La rencontre est marquée par des informations et des sensibilisations sur les efforts de la transition. Compte rendu Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. C'est un cadre d'information sur les efforts des plus hautes autorités qui consacre le lancement des activités du mouvement Arema Alliance pour la refondation du Mali. Un mouvement composé de partis politiques et des forces de la société civile. Arema s'implante donc à Sikasso avec une coordination régionale qui facilite la mise en œuvre des activités. Il s'agit de rassembler tous les fils du Kénédougou autour d'un objectif commun, la refondation du Mali. La rencontre a enregistré la présence des représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des femmes et des jeunes. Elle est mise à profit par le Bureau national pour informer et sensibiliser sur les efforts de la transition, des efforts qui doivent être soutenus par la population. Aujourd'hui, pour se battre dans le Mali Koura, il faut comprendre que ce n'est pas une question de partage de gâteaux, mais c'est une question de sacrifice, comme les soldats qui ont au front avec son arme. Dans le Mali Koura, si vous devez faire de la politique, vous devez avoir le courage de tenir des propos courageux. Dans le Mali Koura, la politique se fera à visage découvert contre l'ennemi. C'est ça l'Alliance pour la refondation du Mali. La rencontre est marquée par des démonstrations d'arts martiaux et des prestations de l'artiste Bakoro Sidibé. Nous restons à Sikasso où, dans le cadre des activités socio-culturelles du festival Nayerki, 20 journalistes, animateurs et blogueurs des presses écrites et audiovisuelles de la ville ont participé à une formation pour être aptes à couvrir les prochaines échéances électorales. Le compte-rendu de Moussokoro Sirimé et Suleiman Bamba. Pour relever le défi lié à la désinformation et à l'apaisement du climat politique et social, il convient de prévenir les conflits avant, pendant et après les élections. Et cette anticipation passe par le renforcement des capacités de l'un des maillons essentiels du processus électoral. Voilà tout le sens de cette journée de formation initiée dans le cadre des activités du festival Nanyerki à l'intention des hommes des médias de la ville de Sikasso. Toutes les potentialités que le festival a, le comité scientifique essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut matérialiser avec déjà les ressources humaines, parce que tout n'est pas que argent. Donc nous sommes aussi basés sur le Maya. C'est vraiment d'aider aussi à ces journalistes partenaires qui accompagnent le festival. La présente session se tient à un moment où le chronogramme électoral fixé par les plus hautes autorités avance à grands pas.
Des élections référendaires, législatives et présidentielles, dont la réussite demande des conduites à tenir et des directives à adopter par les journalistes. La formation est dispensée par Salif Sanogo, journaliste émérite, non moins parrain de la 4e édition du festival Nanyerki. Le Mali est confronté à une lutte implacable contre le terrorisme. Comment se comporter quand on est journaliste sur un terrain de conflit? Et il faut connaître également les lois et les textes qui régissent, en tout cas, le droit de la presse, c'est fondamental. Mais pour être un bon journaliste, il faut surtout maîtriser l'éthique et la déontologie. C'est le b.a.-ba de notre métier. Si on va aller en démocratie, on parle d'état de droit, et vous agissez dans un domaine qui affecte principalement la communication. Ceux qui seront chargés de couvrir ces événements-là doivent être bien formés. Ils sont une vingtaine de journalistes, d'animateurs et de blogueurs des radios et télévisions à prendre part à cette session. Ici, à Bamako, une signature de convention de partenariat a eu lieu ce mardi au siège de l'agence de promotion touristique du Mali dénommée Mali Tourisme. Cet engagement entre Mali Tourisme, le festival Agna, la ferme Clédou et Drive Bamako a pour but de booster l'intérêt pour le secteur du tourisme au niveau national. Reportage Adama Traoré. Cette signature de convention entre le Mali Tourisme, le festival Agna, la ferme Clédou et Drive Bamako s'inscrit dans la dynamique de valoriser les potentialités touristiques à l'échelle nationale. Pour les responsables du festival Agna, en partenariat avec les autres promoteurs culturels, cette signature de convention devrait permettre de donner une meilleure visibilité à la 4e édition du festival Agna. On a décidé de mettre cette année en place un village qu'on va appeler le village des merveilles éphémères. Et dans ce village-là, il n'y aura pas autre chose. Ça serait des choses merveilleuses, culturelles, patrimoniales de chez nous, que les gens pourront venir vivre. Les festivaliers vont faire des expériences sociales, culturelles et artistiques sur le site du festival. L'initiative est encouragée par Mali Tourisme, la structure chargée de promouvoir les potentialités touristiques de notre pays. La convention, elle est propre à l'organisation de la 4e édition. Mais il y a également des clauses qui prévoient la continuité pour qu'à chaque fois qu'il y aura ce festival, que nous puissions également voir dans quelle mesure on pourra organiser d'autres activités. À titre de rappel, la 4e édition du festival Agna est prévue du 15 au 19 mars à Kouloukourou avec des balades en chameau et en moto 4 roues. La date de la 6e édition du Festival international FIWA est désormais connue. C'est du 3 au 5 mars à Yanfolila. L'information a été donnée à l'issue d'une conférence de presse organisée par l'artiste Oumou Sangaré. Saloum Konaté. La 6e édition du Festival international FIWA démarre le 3 mars 2023 à Yanfolila. C'est ce qui ressort de la conférence de presse initiée par la diva de la musique malienne, Oumou Sangaré. On est très ouvert et tout le monde est la bienvenue chez nous. Donc le FIWA aussi œuvre dans ce sens. Selon l'artiste, une des particularités de cette année, c'est la 10e nuit du festival. Elle sera uniquement dédiée à l'artiste Feu Ali Farka Touré. Cette 6e édition du Festival international FIWA aura comme marraine Fatmata Mbarka Mint Hamoudi. Le FIWA est un événement à ne pas manquer. Un événement auquel j'ai décidé d'associer mon image, ma personne, mon appui physique, mon soutien moral, financier, autant que la diva continuera d'organiser. Selon l'artiste, toutes les dispositions sont prises pour la bonne organisation de ce festival. On vous invite de venir voir, vous n'allez jamais regretter. Le Mali est un pays extrêmement riche. La richesse pour moi, c'est pas le matériel. La richesse, c'est dans la tête. La richesse, c'est dans la culture. L'événement qui se déroulera du 3 au 5 mars à Yanfolila retient pour thème cette année le Mali dans toute sa diversité. Rendez-vous est donc pris à Yanfolila. Allons à Kela, une commune située à 5 km de Kangaba dans la région de Koulikoro. La localité abrite une fois par an un festival musical mandingue. L'activité culturelle qui est à sa 4e édition porte sur le thème l'implication de la jeunesse dans le processus de paix, de stabilité et de réconciliation au Mali. Les temps forts du lancement avec Aliou Abdoulaye Touré.
Kella, principale attraction ce jeudi pour célébrer la culture, vecteur de cohésion sociale. Une mobilisation pour le festival de musique mandingue. Le rendez-vous culturel vise à promouvoir le vivre ensemble. Nous sommes dit qu'il faut se baser sur la culture pour développer et non seulement le village de Kella et le cercle de Kangaba tout entier. La promotion de la culture peut être un puissant levier de développement sur lequel doit s'appuyer un pays en construction. Un message véhiculé tout au long du festival. Le thème qui est l'implication de la jeunesse dans le processus de paix, de stabilité et de la réconciliation. Donc paix et réconciliation au Mali. Compte tenu de notre situation au Mali actuellement depuis quelques années, donc nous pensons que la jeunesse a une grande place. Le festival de Kella mobilise également le département de tutelle qui salue la portée culturelle de l'événement. Les messages d'information, de sensibilisation et de formation qui seront véhiculés par les artistes, les thématiques qui seront abordées lors des conférences débats serviront de repère dans l'accomplissement de votre rôle pour l'édification d'une paix durable. Le festival de Kella, c'est aussi des expositions d'articles made in Mali, une manière de promouvoir le savoir-faire malien. Je me suis vraiment fixé comme objectif de valoriser spécialement le coton tissé d'Alifini en touchant sur plusieurs matières, que ce soit des t-shirts, des cahiers, des blocs-notes, des sacs à dos, des vestes, comme vous voyez, je touche vraiment tout. Ces retrouvailles contribuent au renforcement des liens d'amitié et de solidarité. Ce festival vient conforter le leadership de Kella en matière vraiment culturelle. L'autre impact, c'est purement économique. Pour cette 4e édition du Festival de Kella, plus d'une quinzaine d'artistes ont émerveillé le public. Un rendez-vous de son et de lumière au saveur de cohésion sociale. Le Premier ministre Dr Choguel Kalamaïga a co-présidé le lancement de la 28e édition du FESPACO le 25 février dernier à Ouagadougou. À cette occasion, il s'est entretenu avec la presse burkinabé sur les questions qui intéressent les deux pays. Entretien que vous pourrez suivre après ce journal. Et en marge du FESPACO s'est tenu le Celebrity Days, une soirée de reconnaissance de certaines femmes pour leur contribution à l'essor du cinéma africain. 5 Maliennes étaient à l'honneur à cette soirée. Les reportages de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Bemba Sibi, Falisidibé, Abdoulaye Diarra. Le Mali est l'invité d'honneur du FESPACO 2023 et certaines actrices du 7e art malien ont été honorées avec un trophée de reconnaissance à la faveur du Celebrities Day, un événement qui se tient en marge du rendez-vous africain du cinéma et de la télévision et récompense la contribution de ces Amazones à l'essor du cinéma continental. C'est un très grand honneur pour moi d'avoir reçu ce trophée parce que c'est le résultat d'un dur labeur. Toute la jeunesse, travailler d'arrache-pied pour nos pays, qu'on soit réalisatrice, qu'on soit comédienne, qu'on soit caméraman, travaillons pour que ce mal qui nous ruine là, qui est le terrorisme, qu'on puisse l'écarter. Ce sont 5 Amazones du cinéma malien qui ont reçu des prix au cours de cette soirée. Parmi elles, Fatoumata Diawara, qui est d'ailleurs l'invité d'honneur de cette 4e édition. L'invité spécial est également une femme leader du Mali qui n'est pas du monde du cinéma, mais incarne les mêmes valeurs de combativité. Je suis très fière en tant que Malienne d'être l'invité spécial des femmes célébrités de ce soir. Je dédie ce prix aux femmes, à nos militaires, parce que Dieu seul sait combien ils se battent jour et nuit pour que la paix revienne chez nous. A noter que la soirée du Celebrities Day 2023 a été présidée par les ministres de la Culture du Mali et du Burkina Faso. La soirée de récompense a été agrémentée par des prestations d'artistes du Faso et du Mali. Nous avons une forte équipe au FESPACO et ils ont contribué également à la réalisation de ce reportage. Il s'agit de Mamadou Sidibé, Almami Sangata et Mohamed Kentao. Point Covid. Ce 1er mars 2023, les services de santé ont enregistré 16 cas positifs sur 309 tests réalisés.
4 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 81 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Merci à vous qui nous suivez depuis le Congo-Brazza, l'Angola et partout dans le monde. Je vous dis à demain, Inch'Allah, à 20h sur le RTM1. Bonsoir.